C'est parti pour 20 minutes d'échange sur le numérique. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans TechMag. Aujourd'hui, j'aurai l'immense plaisir de recevoir Nelson Sishugi. Il est tech entrepreneur et fondateur de la startup Lopango. Avec lui, il sera question de parler des effets induits de la pandémie de la COVID-19 sur le secteur du numérique au Congo. Mais comme il est de coutume dans cette émission, vous le savez, avant de recevoir notre invité du jour, nous allons faire un petit tour d'horizon de l'actualité. Restez avec nous. La République du Congo va bientôt développer son arsenal juridique en y ajoutant une loi spéciale concernant les startups. Cela a été annoncé par voie de presse par le ministre congolais de l'économie numérique à l'occasion de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Comme a su le relever le site adjaccongo.com, cette loi permettra aux startups de bénéficier d'un statut particulier qui leur octroierait un certain nombre d'avantages comme l'accès à un appui financier, aux exonérations fiscales, la facilitation et la simplification de certaines opérations de douane. L'élaboration d'un avant-projet de loi serait déjà en cours et le ministre en charge de l'économie numérique a annoncé que ceux qui le souhaitent pourront contribuer à la rédaction de ces textes lors des journées de réflexion qui seront bientôt organisées. Même si aucune date n'a encore filtré, cette nouvelle loi ravive d'ores et déjà les espoirs des start-upers quant à leur avenir dans le pays. En Afrique de l'Ouest, cependant, l'État de Lagos au Nigeria s'est associé avec l'entreprise Robert N. John pour aider les écoliers à poursuivre leurs études pendant la période de fermeture des écoles pour cause de Covid-19. Au total, 20 000 smartphones rechargeables grâce à de l'énergie solaire sont en cours de distribution à Lagos au bénéfice des écoliers en fin de cycle secondaire dont le revenu du ménage est inférieur à 50 000 francs CFA. Ces téléphones intelligents tournant sur KaiOS embarquent des applications éducatives et bloqueront l'accès à d'autres contenus pour être uniquement utilisés à des fins éducatives. Le gouverneur de l'État de Lagos a invité les entreprises privées de son État à contribuer à l'initiative avec pour objectif de distribuer jusqu'à 300 000 smartphones dans les mois à venir. Pour terminer, parlons de ce logiciel en cours de développement qui permettra de prédire un cancer de sein 2 ans à l'avance. C'est l'œuvre de l'entreprise américaine iCAD qui, à travers cette solution, souhaite rendre plus effective la prise en charge des malades de cancer du sein en permettant la détection de la maladie jusqu'à 24 mois à l'avance. Ce logiciel basé sur l'intelligence artificielle va combiner l'âge, la densité mammaire et les changements mammographiques pour fournir une estimation du risque de développer un cancer à court terme avec une efficacité relativement grande. C'est la preuve que le numérique peut jouer un grand rôle dans le domaine de la santé, mais le numérique a également des impacts sur d'autres secteurs. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir un entrepreneur qui est dans le secteur du numérique. Avec lui, nous allons parler des effets induits de la pandémie de la COVID-19 sur le numérique. C'est à suivre tout de suite. Restez avec nous. Le numérique n'est pas seulement cet outil qui nous a permis de nous rapprocher de nos proches en cette période où la distanciation physique est imposée, c'est aussi et surtout un secteur où exercent plusieurs entreprises. Aujourd'hui, nous allons voir quels ont été les impacts, en tout cas, ou du moins les effets induits de la pandémie de la COVID-19 sur le secteur du numérique. Et pour en parler, je reçois Nelson Sishugi, qui est un tech entrepreneur. Nelson Sishugi, bonjour. Bonjour, Estime. Alors, ce n'est pas la première fois dans TechMag, je le sais, et pour ce retour, je pense que je vais te taquiner. Je vais dire une chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Il se trouve que tu es également tech évangéliste. Tu as souvent évangélisé sur les questions concernant le numérique. Depuis le lancement du premier incubateur au Congo, je me rappelle en 2013, qui était le Bantu Hub, on a pu te connaître, où tu t'es également illustré dans diverses activités avec G-Certif et Ecolab. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, ou peut-être même une dizaine d'années plus tard pour aller plus loin, on a l'impression que le bilan de cette sensibilisation sur le numérique est mitigé. Seulement 2 mois ou 3 mois après la présence de la COVID-19 au Congo, aujourd'hui, tout le monde parle numérique, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde s'informe via Internet. Est-ce qu'on peut dire que la COVID-19 a été le meilleur tech évangéliste que le Congo ait connu?
On peut dire ça comme ça, Estime. Il faut dire qu'avec la Covid, il n'y a pas eu que du négatif, surtout dans le numérique. Parce que comme tu l'as dit, il y a des plaidoyers qu'on fait depuis des dizaines d'années qui n'étaient pas écoutés. Et là, d'une certaine manière, on va dire que c'était un cas de force majeure. Les gens ne pouvaient pas faire autrement. Tant que les gens trouvaient qu'il y avait une autre solution, même lorsqu'on leur parlait du numérique, ça restait très, très vague, ça restait très intangible. Mais là, lorsqu'on vous dit que vous ne pouvez pas sortir, que vous ne pouvez pas rencontrer d'autres personnes, que vous ne pouvez pas faire de la publicité dans la rue parce qu'il n'y a personne, bah à partir de ce moment-là, tout le monde se dit, bah tiens, il y a quelque chose qui existe, on nous en a déjà parlé. Et je peux te dire que je n'ai jamais été justement autant appelé pour parler des questions sur le numérique ou sur comment on pourrait faire un plan avec le numérique que ces 3-4 dernières semaines. Donc oui, la Covid a été un vrai évangéliste, a fait une vraie plaidoirie pour nous. Et aujourd'hui, on s'en rend bien compte, que ce soit au niveau du gouvernement ou lorsque tu descends au niveau des entreprises publiques ou privées, tout le monde est en visioconférence, tout le monde aujourd'hui a maximisé ou optimisé sa présence sur les réseaux sociaux. Donc oui, ça a joué en notre faveur, mais le plus important, ça sera maintenant de pouvoir investir sur ces acquis-là. Parce qu'il faut dire qu'une chose, lorsque les choses vont revenir à la normale, est-ce que les gens ne vont pas revenir à ce qu'ils faisaient avant et délaisser le numérique? C'est aussi ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et pour moi, le plus important, on va dire d'une certaine manière, mon nouveau cheval de bataille, c'est véritablement de dire, OK, on doit capitaliser, on doit optimiser les acquis que nous avons aujourd'hui grâce d'une certaine manière à cette pandémie et ne pas revenir justement à l'étape où il fallait encore aller convaincre quelqu'un que le numérique c'était important. Alors, vous également, vous êtes tech entrepreneur. Quelles ont été les conséquences positives ou négatives de la pandémie sur votre business à vous? Alors, tu as eu les deux. Hein. Tu as eu beaucoup de conséquences négatives, mais aussi des positives, parce que je commencerai par les mauvaises nouvelles, comme on dit. C'est que ça a freiné beaucoup de choses. Nous, par exemple, avec Lopango, on a dû arrêter notre déploiement parce que ça n'avait plus de sens, étant donné que nous, on est dans des lieux publics où il y a donc de flux de personnes. On a dû donc arrêter. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont dû fermer parce que le numérique, ce n'est pas que les réseaux sociaux et les autres. Il y a des gens qui faisaient de la e-agriculture, qui étaient dans d'autres secteurs qui ont dû fermer, par exemple, en attendant que la pandémie passe. Mais comme on l'a dit, dans le positif, c'est que dans la mentalité des gens, on va dire que pour toute start-up aujourd'hui qui est dans le numérique, il a réduit considérablement les coûts de l'éducation des personnes. C'est-à-dire que avant la pandémie, il fallait avoir un coût au niveau du marketing pour pouvoir former, éduquer les gens à utiliser le service. Aujourd'hui, avec la pandémie, ce coût-là a été fortement réduit parce que tout le monde, finalement, ceux qui n'avaient pas WhatsApp ont ouvert WhatsApp, ceux qui n'avaient pas Facebook ont ouvert Facebook, ceux qui n'avaient pas Twitter ont ouvert Twitter, et ainsi de suite. Et tu le remarqueras, par exemple, les fake news n'ont jamais eu autant la belle vie parce que tout le monde est sur WhatsApp, justement. Et il a fallu éduquer, il a fallu démontrer aux gens quels étaient les bénéfices de toutes ces choses-là. Donc, on a des positifs et on a des négatifs. Alors, on peut aujourd'hui dire que nous sommes un peu contraints, ou du moins tout le monde est contraint de faire cette marche forcée avec le numérique à partir de maintenant. Dans une interview accordée au quotidien Les Dépêches de Brazzaville, une interview parue le 11 juin, vous disiez que l'heure est à la digitalisation des secteurs pouvant être dématérialisés. Je vais y arriver. Plusieurs jeunes Congolais ont des idées d'entreprise numériques, notamment dans leur tiroir. Était-ce une façon de les inviter à se lancer? Oui, c'était une façon de les inviter à se lancer, mais aussi de conscientiser quelque part les décideurs, je voulais dire comme ça. Parce que, comme je l'ai dit, on ne doit pas revenir à cet ancien temps où il fallait encore expliquer aux gens c'était quoi le numérique, pourquoi le numérique est important pour leurs entreprises. Et aujourd'hui, c'est tout un écosystème qu'il faut créer en se basant et en capitalisant justement sur tout ce qui s'est passé. Parce que ce soit au niveau des infrastructures qui relèvent généralement de l'État, que ce soit au niveau de la création du contenu, et c'est de ça que je parle justement, va relever des entreprises publiques ou privées, que ce soit au niveau de l'accompagnement qui va être encore au niveau de l'État et de ses partenaires, il faut que tout le monde s'y mette. Parce que nous n'allons pas le souhaiter, mais imaginez une nouvelle crise comme celle-là qui arrive et qu'on n'est pas préparé. Ça va être encore beaucoup plus catastrophique. On sait que on a fait des efforts, par exemple, au niveau de l'éducation, mais ça n'a pas été optimal. On sait qu'on a fait des efforts au niveau des paiements et tout ce qui est fintech, mais ça n'a pas non plus été optimal. C'est le moment d'optimiser toutes ces choses-là. Et ceux qui ont des projets dans les tiroirs, c'est le moment de les sortir, c'est le moment de créer une vraie synergie entre entrepreneurs pour que justement celui qui est au niveau des infrastructures, celui qui est au niveau du contenu, celui qui est au niveau de l'accompagnement ou de la distribution, que tout ce monde-là se mette ensemble et qu'ensemble, on puisse avancer.
Aujourd'hui, lorsqu'on parle de transformation digitale, on pense particulièrement aux entreprises. Vous avez mentionné aussi les administrations publiques. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront embrasser, puisque ce sont des administrations qu'il s'agit, elles pourront embrasser cette transformation? Je pense qu'il y a déjà un premier pas. Mais il faut dire une chose, le numérique, c'est une culture. Ce n'est pas simplement acheter des ordinateurs, les placer dans des bureaux. C'est toute une culture qu'il y a autour. J'ai souvent tendance à dire que si vous digitalisez un système qui est obsolète, ça ne va pas le rendre moderne. Digitalisez le désordre, vous aurez du désordre digitalisé. Je me rappelle de aussi cette phrase simplement que ça. Ok. Donc aujourd'hui, il faut se dire une chose. Si on doit transformer les administrations, c'est une nouvelle culture qu'on doit mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, pour un monsieur d'une cinquantaine d'années, utiliser WhatsApp pour lui, c'est recevoir des fake news. C'est pas du tout pour le boulot. Aujourd'hui, si on doit dire qu'on doit imaginez qu'on mette au niveau du ministère des Finances un outil comme Slay et que vous laissiez les gens en roue libre, ça va être catastrophique, personne ne va l'utiliser. Que vous mettiez en place au niveau de l'hôpital du CHU un truc comme Trello, personne ne va l'utiliser. C'est donc une culture qu'il faut mettre en place. C'est accompagner les gens du début à la fin du processus pour que justement les acteurs, parce que la transformation digitale ou numérique, comme on veut, c'est d'abord une question de ressources humaines. C'est d'abord une question d'hommes. Si vous ne formez pas les hommes, si vous ne leur donnez, ne leur inculquez pas cette culture, ça ne sert absolument à rien. Et donc, c'est là qu'il faut commencer. Commencer par leur expliquer que le digital n'est pas votre ennemi. Le digital, c'est plutôt un outil, c'est tout un système qu'il faut mettre en place, installer les process, inculquer ces process-là aux personnes qui vont travailler au quotidien avec le numérique et ensuite commencer à acheter les machines et pas faire l'inverse. Alors, ce que je retiens, c'est que la COVID-19 a beau être la meilleure ou le meilleur tech évangéliste, mais la formation et la sensibilisation restent toujours utiles ou du moins restent toujours d'actualité. Alors, pour vous, les ingrédients pour favoriser l'éclosion des startups au Congo, ce sont la création d'un fonds de soutien, la levée des barrières douanières et la facilitation des démarches administratives. Entre-temps, le ministère en charge du numérique a annoncé qu'une loi en faveur des startups sera proposée. Croyez-vous qu'elle peut également donner un coup d'accélérateur au secteur? Je vais revenir sur cette loi. Je pense que ça va être quelque chose de très positif, mais qu'elle doit plutôt venir du ministère des petites et moyennes entreprises. Parce que startup ne veut pas forcément dire numérique ou digital. Non. Aujourd'hui, c'est une grosse confusion que les gens ont. Et bien que cette loi-là va être proposée, c'est déjà très louable. Je pense, oui, que ça peut être un coup de pouce et un coup d'accélérateur parce que aujourd'hui, il faut savoir que ce soit au niveau du numérique, je vais prendre ce cas-là parce que c'est le cas que je maîtrise le plus, nous ne produisons absolument rien ici en termes de terminaux et en termes de support. Les caméras vont venir de l'extérieur, par exemple pour Vox TV, les micros vont venir de l'extérieur, tout va venir de l'extérieur. Et donc, si on ne lève pas les barrières, si on n'exonère pas certaines choses selon les secteurs, ça ne va pas marcher. On va prendre le cas, par exemple, d'Abidjan, où vous avez une Startup Act qui existe, ou au Sénégal, et où on vous dit, si vous ouvrez une entreprise, une startup dans les villes, pas les grandes villes, donc, par exemple, à Dolisie ou ailleurs, vous allez être exonéré pendant 5 ans. Si vous l'ouvrez à Brazzaville, vous allez être exonéré pendant 2 ans. Ça pousse les gens à aller au plus proche de leur clientèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je crée une startup qui va aider à transporter les bananes de leur point de production jusqu'à Brazzaville, c'est inutile et c'est même, j'ai envie de dire, fou de le créer à Brazzaville. Vaut mieux le créer là où il y a la source de production pour que je puisse maîtriser ma chaîne de valeur comme il se doit. Donc oui, c'est une très très bonne action, mais une fois de plus, toute action comme celle-là a besoin d'être encadrée et accompagnée par d'autres mesures à côté qui vont permettre justement l'éclosion du système. Et j'insiste une fois de plus que c'est un écosystème qu'il faut mettre en place, pas juste poser une loi qui malheureusement risque de disparaître complètement comme une goutte d'eau dans l'océan. Allez, je pense que la marche a déjà été enclenchée. Si seulement loi il devait y avoir en tant que start-upper, quelles sont vos attentes par rapport à une telle loi? La première, c'est qu'on définisse clairement c'est quoi une start-up. Ça sera la première chose. Pour moi, je le vois plus comme un label qu'autre chose, dire que c'est une start-up. Deuxièmement, qu'il y ait des droits et des obligations, parce qu'on parle beaucoup de droits, on oublie souvent les obligations, des droits et des obligations des part et d'autre qui vont permettre justement l'éclosion de l'écosystème. Une fois de plus, on ne peut pas créer des startups qui sont viables et qui deviennent des champions au niveau national ou régional si on n'a pas un écosystème qui favorise leur éclosion. C'est impossible. Et donc, pour moi, cette loi devra se focaliser sur comment est-ce qu'on optimise l'écosystème pour la création, le développement de startups au niveau du Congo.
Il y a 2 ans, dans une chronique que l'on peut retrouver sur le site congodigital.net, vous disiez que le secteur du numérique risquait de mourir au Congo en raison notamment de la cherté des offres Internet. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une start-up qui a l'ambition de rendre le Wi-Fi gratuit partout au Congo-Brazzaville. Peut-on considérer que l'Opango incarne l'espoir du secteur numérique congolais? C'est beaucoup trop de poids sur nos épaules de dire qu'on incarne l'avenir. Mais si Internet, c'est le nerf de la guerre et que vous rendez Internet gratuit, on peut dire, on peut assimiler. On a un doigt sur la main. On a un doigt sur la main et comme j'aime beaucoup le proverbe africain, on ne peut pas se laver le visage avec un seul doigt. Oui, on a pour ambition de rendre le Internet gratuit et pour nous, ça va être important puisque derrière, que ce soit les consommateurs ou le créateur de contenu, vont avoir beaucoup plus de largesse ou de liberté pour créer et pour consommer. Parce qu'il faut se dire une chose. Aujourd'hui, les grandes télécoms de la place ne me contradiront pas. L'assiette, leur clientèle, c'est activer moins de 150 mégas par jour. Et avec 150 mégas, vous ne pouvez pas consommer du numérique. Vous faites du WhatsApp, du Facebook à la rigueur, mais pour regarder une vidéo, il vous faut plus que ça. Pour regarder un magazine comme TechMag sur Internet, il vous faut plus que ça. Et donc, si on arrive à libérer un peu ce marché-là, en faire en sorte que les gens aient beaucoup plus accès à Internet, ça va être un coup de pouce pour le secteur. Mais comme je l'ai dit, c'est un gros poids de dire qu'on incarne tout l'espoir. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment d'accompagner les créateurs et les consommateurs pour qu'ils puissent avoir un Internet de qualité, mais en même temps, qu'ils en aient véritablement et pas que pour faire WhatsApp ou pour s'écrire sur les réseaux sociaux. Alors, quoi qu'il en soit, votre ambition est noble. Alors, il y a une chose qu'on aimerait savoir aussi, c'est que l'ambition est noble, c'est vrai, mais sur le terrain, il faut qu'il y ait également des effets, que ce travail-là soit perceptible. Où est-ce que vous en êtes avec le projet et quelles sont les avancées ou les dernières avancées du projet? Alors, les dernières avancées, c'est que finalement, comme on a réouvert les endroits publics, pour nous, avec, c'est vrai, moins de personnes que ce qu'on avait prévu au départ, parce qu'il faut comprendre une chose, nous, on est sur un marché de masse, plus on a une masse, plus c'est intéressant pour nous. Les dernières avancées, c'est que finalement, on a toutes les autorisations, finalement, on a tout ce qu'il faut avec la réouverture des endroits, et donc, dans les prochaines semaines, on aura fini de déployer le réseau qu'on avait commencé à déployer avant que la pandémie n'arrive, et d'ici quelques semaines, forcément, je pense, TechMag aura l'exclusivité dès que nous lançons et que le canal est ouvert pour que les gens puissent se connecter. Sinon, pour tout le reste, on est prêt. On est totalement prêt et on est en train d'amener d'autres innovations parce que ce qui est vrai et c'est une autre bénédiction d'une certaine manière avec la pandémie, c'est que ça nous a permis de faire de nombreux pivots, de réfléchir vraiment sur ce que nous voulions faire et de prévoir d'autres cas comme celui-là, comment est-ce que nous allons fonctionner, comment nous allons faire. Et donc aujourd'hui, l'offre est beaucoup plus étoffée. Aujourd'hui, l'offre est beaucoup plus mature, on va dire ça comme ça, dans nos têtes en tout cas. Et on a hâte de justement ouvrir le canal pour que le public, on ait le retour de nos consommateurs, de nos utilisateurs pour encore améliorer un peu plus ce qu'on est en train de proposer. Alors, merci infiniment. Merci pour l'exclusivité que nous aurons d'ici quelques jours. Merci également pour cet échange constructif, pour votre regard éclairé sur le secteur du numérique congolais. On espère en tout cas que nous vous aurons une autre fois sur ce plateau, car c'est toujours aussi C'est toujours avec un plaisir. Merci d'avance. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'émission se poursuit. Restez avec nous pour faire les découvertes du jour. Abordons le dernier virage de cette émission pour parler des découvertes que nous avons faites qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Pour commencer, on va parler des gants très spéciaux qui sont en cours de développement par l'Université de Californie à travers son école d'ingénierie Samueli. Il travaille sur un prototype de gant qui permettra d'interpréter les mouvements des doigts des mains effectués dans la langue des signes pour les traduire en anglais, a indiqué le site biggeek.fr qui a rapporté l'information. Le concept est assez simple. Il suffira pour la personne qui parle le langage des signes de porter ses gants. Ainsi, les retranscriptions seront visibles en anglais à partir d'un smartphone ou encore un autre périphérique connecté. C'est une innovation qui se fait attendre particulièrement par les sourds qui auront là une opportunité de mieux se faire entendre. On va également parler des découvertes que nous avons faites sur l'application WhatsApp qui s'apprête à déployer de nouvelles fonctionnalités. L'application de messagerie, vous la connaissez, elle n'est plus à présenter et vous devez être avisé sur le fait qu'il y aura bientôt des stickers animés pour agrémenter nos conversations, mais également des QR codes pour permettre l'ajout rapide des contacts. Mais aussi, il est à prévoir un
déploiement progressif du dark mode pour la version web de WhatsApp, mais également des appels vidéo groupés de 8 personnes contre 4. Actuellement, WhatsApp est donc en train de doper les capacités de cette application que beaucoup d'utilisateurs utilisent à travers le monde et on espère que beaucoup l'utiliseront également après ces innovations particulièrement intéressantes. Pour conclure, nous allons parler du jeu F1 2020 qui est une simulation de course de Formule 1 développée et éditée par Codemasters. C'est surtout le jeu vidéo officiel du championnat de Formule 1 et de Formule 2 2020. Dans cette édition, vous allez pouvoir accomplir les épreuves de la saison 2020 car le jeu possède en tout 22 circuits qu'il sera prêt de traverser dans un tout nouveau mode nommé équipe. Il sortira ce 10 juillet pour Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox et Stadia. Et on va se quitter sur la bande-annonce de ce jeu particulièrement intéressant. Merci de nous avoir suivis.